Alors, on se retrouve dans cette vidéo, on va faire un peu de reverse, hein, et qui est rétro-ingénierie. On va revenir en 1987, on va faire un peu de C, on va voir un programme Hello, et vous allez voir que malheureusement, les bandes ont quelques petits soucis, il va falloir qu'on retape la donnée. D'accord. Donc, on va tourner sous DOS, hein, premier système d'exploitation que j'ai utilisé pour, euh, pour l'anecdote. Donc tout en ligne de commande, hein, vous en avez donc le DOS, hein, c'est le Disk Operating System, MS-DOS, Microsoft, hein, parce que Microsoft a racheté ça ensuite. Et bon, on a eu la 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Moi, j'ai commencé à la 6.0 et quelques années plus tard, on a eu le premier vrai Windows qu'on a appelé Windows 3.1 avec la GUI, avec l'interface graphique où on pouvait enfin utiliser la souris pour faire autre chose que pas grand chose, hein. À l'époque, même les jeux, hein, les jeux vidéo, on y jouait qu'au clavier. Les FPS, le premier Doom, Exen, plein de jeux qui ont marqué leur cop, hein. Duke Nukem plus tard, c'était des jeux où en fait, comment dire, tu ne visais pas vraiment. C'était les débuts, hein, donc de la 2D avec des sprites pour simuler les sprites. Donc c'est en fait des personnages en deux dimensions, mais on va simuler la trois dimensions. Et puis après, il y aura vraiment les premiers moteurs, le vrai premier moteur 3D niveau FPS, hein, puisque vous savez que j'aime beaucoup les FPS parce que ça m'a toujours appris à, comment dire, justement, à entraîner mon cerveau, à prendre des décisions rapides, d'accord, en fonction de l'environnement. Et puis ça demande une certaine dextérité au niveau des commandes, au niveau de tes doigts. C'est un peu comme le piano, ça t'apprend à bouger très vite, d'accord, et à être à l'aise avec un clavier. Donc j'aime bien les FPS pour ça, puis la prise de décision aussi, entraîner ses réflexes, tout ça. C'est pour ça que je joue beaucoup à des FPS, parce que je pense que c'est une mécanique, en informatique, ça t'aide beaucoup à justement être à l'aise avec le clavier. Mais bon, c'est un point de vue, hein. Tu peux jouer à d'autres jeux vidéo, t'as des jeux qui vont stimuler plus ton intellect, les FPS, ça va stimuler plutôt ta capacité à prendre des décisions rapides et à détecter des patterns, en fait, avec ta vision, et ton cerveau analyse l'image et prend des décisions. Donc ça, c'est intéressant. Tu peux jouer à des jeux de stratégie pour stimuler tes facultés de prise de décision, plus ta tactique, ta stratégie, hein. FPS, c'est plus de la tactique. Les jeux de stratégie, c'est plus de la stratégie. T'as des jeux de gestion, hein, qui te permettent de t'entraîner, pareil, à faire d'autres mécaniques, hein. Et donc, je pense que le jeu vidéo, enfin, moi je le vois comme ça, parce que je suis un gamer, c'est une bonne chose. On peut s'en servir pour stimuler l'intellect. Et t'as d'autres jeux vidéo qui vont t'abrutir. Donc, encore une fois, ça va dépendre de quel jeu tu joues. Mais je pense qu'il y a vraiment des jeux qui peuvent être intéressants. Mais bon, je m'égare. Donc on a nos elfes, hein, on a récupéré les bandes de sauvegarde. Elles ont finalement été récupérées par l'équipe, hein, qui a piraté la porte de la salle serveur. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. On avait vu ça. Et on a récupéré donc les sauvegardes. Mais il y a un souci, elles sont corrompues. Donc il va falloir qu'on récupère une vieille version de l'outil, d'accord. Et si la sauvegarde est corrompue, on va l'analyser, hein, encore une fois. On va se connecter à un vieil ordinateur, un moniteur CRT, un clavier. Il n'y avait pas de souris à l'époque. On va se lancer notre invité de DOS. Je vais vous montrer quelques petites commandes de base, hein, les CD, les dir, les edit, des commandes que vous connaissez encore parce que le CD, on s'en sert encore. Il y a quelques petites commandes qui ont disparu. Edit a disparu. Edit, ça nous permettait, tu l'as bien compris, d'éditer des fichiers. D'accord. Le type, ça reste. Sous Windows, tu peux l'utiliser. C'est une commande DOS qui permet d'afficher les fichiers. CLS pour effacer l'écran. Help pour fournir de l'aide. Et ma fameuse commande edit qui aujourd'hui, je crois, est obsolète. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé edit sous Windows. Donc on va se connecter à la machine. Je suis en train de la lancer. On a notre adresse IP. On va se connecter en RDP. D'accord. Alors, donc, on va prendre Remina, hein. Vous savez que j'aime bien. Il y a une petite interface graphique et il y a pas mal de fonctions en fait qui sont très utiles, hein, parce que sinon on a du RD Stop, on a du XRDP, on a beaucoup comment dire, de clients RDP. Donc Remote Desktop, bureau à distance, Tiger VNC, tout ça, Apache Guacamole, il y en a un paquet, hein. Prenez celui qui vous plaît. Remina, je crois il est installé par défaut, non? On va l'installer. Sinon, il faut taper des lignes de commande incalculables. Alors, c'est sympa aussi en ligne de commande, mais Remina, l'avantage, c'est qu'il nous fait tout. Et il a des fonctions de partage, pas mal de choses. Si vous mettez ça le keyring, pas besoin. Vous faites cancel.
Voilà, ça charge, on prend l'adresse IP, on va la taper ici pour se connecter à distance. Vous prenez le certificat, administrateur et password avec un 0, je crois, pas de domaine. Sauf que il faut faire ça aussi. Là, on est vraiment en plein écran. On se lance l'émulateur, hein, donc ça va émuler. Alors, vous allez voir. Ah bah merde, je l'ai déjà lancé. On est dedans. Est-ce que je peux faire un exit vite fait? On va voir pour le fun, comme dirait l'autre. Donc là, je suis en QWERTY. Je vais passer donc en cmd.exe et cmd.exe. Bah, en fait, c'est l'ancêtre. Enfin, l'ancêtre. C'est le DOS, d'accord? Vous avez des commandes qui sont restées et vous avez d'autres commandes. La commande cd change directory, elle est restée. La commande dir, elle est restée. Hein, on l'utilise tout le temps. Type, c'est resté. Type ce que tu veux, d'accord? Bon là, incorrect parce que j'ai pas de fichier à te montrer. CLS, ça marche toujours. Help. Ah, tu vois, t'as ton de l'aide, mais t'as des commandes qui sont bien plus récentes. Il y en a qui ont peut-être disparu. Qu'est-ce qu'on a? On avait un éditeur de texte qu'on appelle Edit. Tu vois, Edit a disparu. Edit a disparu. MEM, je pense que ça a disparu aussi. Ouais, il a disparu aussi. Ok, donc tu vois que quoi? C'est l'héritage de Windows. Mais comme je t'ai dit, Windows 6.0, ensuite ça passe à Windows 3.1. Et c'est là qu'on va avoir l'interface graphique, le premier Windows, comme je te disais. Et dans le DOS, bah voilà, c'est les mêmes commandes, mais il y en a quelques-unes en plus. Ok, donc on arrive sur la mire de connexion du serveur. Bienvenue hein, au pôle sud, blablabla, blablabla, fabrication de jouets, tout ça. Donc tu peux faire un help, hein, si t'es perdu, je te dis, voilà toutes les commandes. Echo, afficher, del, supprimer, date, ça nous donne la date. Alors là je suis en QWERTY, pour passer en français, vous allez faire keyBFR. Hein, vous voyez qu'il charge le 859, c'est le code, la page de code hein, pour le clavier en français. Voilà, donc ça, donc là on est maintenant en AZERTY, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous montrer, MEM? Voilà, donc quand on était jeune, en fait, vous avez de la chance. Aujourd'hui, vous lancez vos jeux vidéo, tu prends ta PS5, tu mets quoi? Soit c'est du dématérialisé, tu télécharges ton jeu, tu le lances, c'est nickel. T'as pas à te prendre la tête. Nous, années 80, 90, les jeux DOS, hein, parce qu'avant que les jeux tournent sous Windows, il y avait des jeux qui tournaient sous DOS. Le premier Doom, par exemple, Exen, bref, j'en passe, un Duke Nukem, eh ben, il fallait qu'on libère de la mémoire. Et donc, il y avait un fichier qui s'appelle, en fait, on bidouillait voilà, le IMM6. On se faisait des chargements, un programme, automatiquement. C'est ce qu'on appelle l'auto-exec, donc auto-exécution. Hein. Et il fallait jouer là-dessus. Pourquoi? Pour éditer et libérer de la mémoire. Hein. Nous, il nous fallait de la mémoire étendue, de la XMS, parce que tu as de la EMS, hein, c'est l'Expanded Memory System, et tu as de l'Extended XMS. Et nous, c'est de la XMS. Et tu vois que par défaut, pour faire tourner tes programmes, tu que 640 quoi. K. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Tu vois que là, la mémoire sur cet ordinateur, c'est quoi? C'est 15 MO. Il y a 15 MO de mémoire. Hein, alors, vous rigolez, ça vous fait rigoler. Mais mon premier 486 SX, 33 MHz, il avait 12 MO de mémoire. Celui-là, il en a 15. Il en a un petit peu plus. Donc, tu vois, il fallait qu'on fasse des disquettes. On démarrait à partir de la disquette. Et en fait, si tu veux, il y avait une version allégée du système d'exploitation. Généralement, je t'ai dit que la souris, on s'en servait pas pour le jeu vidéo. Donc, on retirait les drivers de la souris et ça nous permettait de grappiller, tu vois, quelques XMS en plus et de mémoire réservée pour pouvoir faire tourner nos programmes. Et si tu savais pas faire ça, donc ça, c'est un ami ingénieur de la famille qui m'apprenait à lancer les jeux. Quand j'étais tout petit, j'avais 6, 7, 8, 9, 10 ans, 12 ans. Après, j'ai volé, tu vois. Et voilà, il fallait faire ça. Sinon, ton jeu, il se lançait pas. Tu avais beau avoir un ordinateur qui valait entre 30 et 60 000 francs à l'époque. Hein, je rappellerai les prix, c'était juste abusé. C'était réservé à une minorité. Hein, et puis, bah, ton jeu, il se lançait pas. Il fallait quoi, libérer de la mémoire. Donc, c'est comme ça que j'ai appris par la force hein, les bases du code et comment faire des scripts
comment coder un petit peu. Bon, ça c'est pour l'historique, hein. C'est pas le cours THM, mais je voulais vous montrer un petit peu, voilà comment ça se passait il y a 30 ans. Ok, Saltimbanque, tu parles un peu trop. Donc dire. Intéressant, on voit qu'on a du backup. On peut regarder quoi? Le plan. Vous avez l'autocomplétion avec tab, hein, comme sous Linux. Ok, donc lancez le programme, vérifiez les chemins où vous voulez. Enfin, le prompt pour la sauvegarde et la restauration des données, spécifier la source et la destination, les chemins, hein, comme demandé, et vérifier que l'opération s'est bien déroulée et que la donnée a été sécurisée. Enfin, gérée de façon sécurisée. Ok, donc on voit qu'il y a quoi? Il y a Backup Master 3000. Apparemment, c'est un programme qui leur permet de faire des sauvegardes. On voit en effet qu'il y a la backup, mais apparemment, elle est corrompue. Tu vois, AC 2023. Bon, on a notre programme en C. Dev, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Type biz. Ah, j'ai de la latence. Ok, du blabla. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Type recruit. Non, bah oui, .txt. Ok, MaxKD, MacBlue, Machammer, Santa, Franz Spingel. Ok, on sait pas trop ce que c'est. On va faire un bac. C'est des points, pardon. On va avoir le reste. On va aller voir dans les jeux. Il y a quoi? Ah putain, non. Mais t'es sérieux? Bah voilà comment on lançait nos jeux. Troll.com et game.dat. Départ. Petit jeu de mon enfance. 1984. Sympa. Ah, ils ont trippé. Trolltail. Voilà. Donc tout se passait avec le processeur. D'accord? Et je vous ai dit, les premiers jeux, c'est quoi? C'est des jeux graphiques. T'es la cave, retourner dans la lumière. Je vous disais, pour le fun, hein, j'arrête là, mais l'auto-exact.bat, pas .back, le config.6. Voilà, ça c'était des programmes qu'on éditait. Donc vous voyez le pass, hein, vous retrouvez vraiment des variables qui sont historiques, hein, qu'on retrouve encore dans Windows. D'accord, donc là on se faisait un programme pour justement, on faisait un REM, d'accord, pour comment dire, commenter les lignes où il y avait les chargements des drivers, et sans charger les drivers, on chargeait. Moi j'avais une Sound Blaster à l'époque, c'était la meilleure carte son. On virait, je te disais, les pilotes qui étaient superflus, essentiellement les pilotes souris, et ça nous permettait de lancer nos jeux, d'accord. Et puis tous les ports, t'avais pas de SATA, t'avais l'ancêtre du port SATA, c'est ce qu'on appelle l'IDE, d'accord, faut le savoir. Donc voilà, il y avait des sounds Roland, il y avait pas mal de choses en vidéo, la même size, justement, pareil, on bidouillait ça. C'était une bien belle époque. Donc, voyez la chance que vous avez aujourd'hui de quoi? Mais tout simplement de pouvoir lancer votre console et être tranquille, pas vous emmerder. Ok, donc là, on a trippé un peu. Il y a d'autres jeux, hein, je vous laisserai aller voir. Donc, à chaque fois, faire ça. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. On va aller dans Tools. Ah. Intéressant. Edit.com, d'accord. You're still on Windows 7, you can execute normally, but if you need DOSBox, feel free to share. All Internet Traveler, débarre. Edit. Donc vous voyez, les programmes, ils étaient en .com, c'était pas des exés. Ok, donc ça c'est quand on tape edit en fait, c'est le programme qui nous permettait de faire du traitement de texte et d'éditer, comme vous l'avez compris, les fichiers. Alors Alt F, dès que vous appuyez sur Alt, vous voyez que ça devient en blanc, vous tapez la lettre que vous voulez. Moi ça sera F, et après avec les flèches, haut, bas, entrée, on sort. C'est comme ça qu'on utilisait l'éditeur. Ok, donc ça c'est du blabla, on va back. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Note Tools. Tools, à mon avis, il y a le système de sauvegarde. Il y a le système de sauvegarde, et dans l'autre, il y a quoi? On va... Ouais, ok, donc ça, c'est les notes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, à mon avis, tout se passe dans Tool. Il va falloir lancer, je pense, le programme de sauvegarde. On va aller dans Backup.
Ok, donc type readme. Alors, système de sauvegarde, c'est pas tout à fait pareil, mais il nous parle encore du Backup Master 3000. J'ai vu l'exé qui est juste au-dessus. Backup, Restore, Conquer. Ok, et là c'est intéressant, il nous dit, si vous voulez faire du troubleshooting, vérifiez que la sauvegarde et les processus de restauration sont bien déroulés. Et si jamais vous avez des problèmes d'erreur, c'est que les premiers bits, les premiers octets, ne marchent pas. Vérifiez la signature du fichier. D'accord. 41-43. Alors nous, on doit être sur du com. Je vous conseille de vous mettre cette page là-dessus. Comment dire, en favori, d'accord, parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent être intéressants pour les CTF surtout, puisqu'on travaille beaucoup sur les Magic Bits, ou la liste des signatures en tout cas. Donc là, on va voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On sait que c'est du DOS. Est-ce que j'ai DOS? Alors j'ai le MZ. NPE, PE, mais c'est quoi? C'est 4D 5AR. Tu vois? Je le vois pas là, c'est étrange. Si je prends du com, c'est 9. Non, c'est trop vieux, c'est pas dans la base de données. Ok, bon, on va prendre ce qu'ils nous disent. On va pas se prendre la tête. Donc, 41-43. Ok, on va lancer le programme. 41-43. Ok, donc Bushmaster, il veut son paramètre. Donc on va lui dire à la racine, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a notre sauvegarde de .back assez, je crois que tout est en majuscule, 2023, back. Could not open? Pourquoi? Could not open? Ok, donc elle est corrompue. On se fait baiser. Type. Attends, il va me jeter, je pense aussi. File not found. Les Magic Bytes, les octets magiques, signatures de fichiers. Je vous ai montré la page de Wikipédia, mais il faut comprendre que les signatures de fichiers qu'on appelle octets magiques, d'accord, Magic Byte, c'est des séquences d'octets spécifiques au début d'un fichier. C'est même à ça qu'on reconnaît en fait son format. Tu vois, en fait, toi, par convenience, comme on dit en anglais, c'est plus facile. Windows. Alors sous Linux, tu sais que l'extension, on n'a strictement rien à faire, mais sous Windows, comment Windows, entre guillemets, sait que un fichier texte, c'est un fichier texte? Et ben c'est justement parce qu'il y a cet octet magique que toi, tu ne vois pas, d'accord, qui est présent encapsulé au début du fichier numérique, mais tu sais aussi que par convention, l'ordinateur sait que c'est un fichier texte parce qu'il a l'extension .txt, d'accord? Comme là, le readme, il s'appelle quoi? Il s'appelle readme.txt, d'accord? Donc c'est grâce à ça, sous Windows, qu'on peut savoir, d'accord? Alors tu peux commencer à feinter le système. Tu sais que tu peux renommer l'extension TXT en autre chose. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu as transformé vraiment le fichier readme en autre chose qu'un fichier texte? Non. En retirant l'extension ou la modifiant, en fait, Windows ne sait plus quel programme il doit utiliser pour pouvoir ouvrir le fichier. Ça fait une grosse différence, d'accord? Le fichier est toujours un fichier texte, mais Windows maintenant ne sait plus, ou DOS ne sait plus comment l'ouvrir, d'accord? Mais il y a quand même ce Magic Byte qui change, d'accord? Donc ça, ce Magic Byte, il peut être corrompu, ou parfois, pour pouvoir lire un fichier, il faut trouver le bon Magic Byte, où je vous avais montré quand on attaque des applications web, on va jouer sur le Magic Byte et je vais lui faire croire que c'est un PDF, je vais lui faire croire que c'est un JPEG, alors qu'en fait c'est une charge utile avec mon virus qui va venir installer un web shell et pirater le serveur. D'accord? Ça nous permet de contourner les filtres. Mais ça, je vous l'avais déjà montré dans d'autres CTF. Alors, ce qu'il faut comprendre pour en revenir à tout ça, c'est que c'est des séquences dotées spécifiques au début d'un fichier qui identifient et qui vérifient, comme je vous le disais, son contenu et son format. Ces octets, en fait, c'est souvent des caractères ASCII correspondants qui vont faciliter pour nous,
hein, lisibilité humaine, lorsqu'on va pouvoir les inspecter. Donc ce processus d'identification, ça aide les applications logicielles, comme je vous le disais, votre système d'exploitation, à déterminer rapidement si un fichier est dans un format qu'elles peuvent tout simplement gérer. D'accord? Ça facilite les fonctionnalités opérationnelles et certaines mesures de sécurité. Alors, dans le domaine de la cybersécurité, hein, les signatures de fichiers sont cruciales pour identifier les types et les formats de fichiers. Vous allez en rencontrer, hein, et vous savez que quand plus tard vous ferez peut-être de la réponse à incident, il faudra analyser des logiciels malveillants, des malwares, hein, inspecter le trafic, des contrôles de sécurité web, je vous le disais, et faire de l'analyse forensique criminalistique. Donc il va falloir travailler sur ces octets magiques parce que ça peut vous permettre d'identifier en fait rapidement les activités malveillantes ou suspectes et choisir naturellement les bons outils pour ensuite avoir une analyse qui est beaucoup plus approfondie. Alors, je vous redirige, hein, je vous mettrai la liste de Wikipédia, mais le PNG, hein, on a des octets magiques, on a du GIF, hein, ça c'est des formats que vous connaissez tous. On a les exécutables DOS, intéressant. Là on voit que c'est 4D 5A. On a les ELF sous Linux, on a des fichiers MP3, etc., etc., etc. Je vous les mets sous les yeux, comme vous le voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a techniquement une sauvegarde qui a craché, d'accord? Et il y a un répertoire qu'on n'est pas allé voir, c'est le dev. On va retourner sur notre dev et je vais te montrer. On va commencer à coder en Border Pascal, enfin un Borland Turbo C, c'est donc du C. Alors pareil pour la petite histoire quand même, du contexte, toujours plus de contexte. Donc le Turbo C, hein, c'est en fait un environnement de développement intégré, ce qu'on appelle un IDE, et c'est un compilateur qui est apparu en 1986, 87 je crois pour la première fois. Et bah, vous le savez, l'IDE, c'est quoi? Ça permet d'avoir un environnement de développement intégré. On s'en sert encore aujourd'hui. On ne sert plus de ça, mais vous connaissez tous Visual Studio ou d'autres. Hein, on a plein d'IDE en fonction des langages de programmation qu'on utilise. Donc là, on est en C et on a un langage de programmation. Hein, le C, vous connaissez, C++, après, c'est devenu. Mais bon, il faut comprendre qu'à partir de 1990, Borland va remplacer le Turbo C. Et puis après, ça a été porté naturellement sur Windows, le premier Windows, qui est Windows 3.1. Hein, c'est le premier Windows que j'ai utilisé avec une GUI. C'est la première fois qu'on pouvait utiliser une souris pour quoi? Bah, pour utiliser son système d'exploitation. Avant, on était sous MS-DOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versions. Je crois qu'ils en ont développé peut-être un peu d'autres. Moi, je me suis resté à MS-DOS 6. Donc voilà, hein, c'est pour vous montrer. Donc là, on a notre IDE, on a un compilateur rapide. Hein, c'est pour ça qu'il était, à l'époque, il était réputé pour ça. Hein, c'était un des meilleurs compilateurs et il y a beaucoup de gens qui bossaient là-dessus. Naturellement, des universitaires, des scientifiques, etc., etc. D'accord? Ok, donc ça c'est pour le blabla. Donc on va charger, c'est tout simple, c'est un programme en C avec une main, une void main. Alors, en programmation C, vous avez besoin d'un point d'entrée. C'est ce qu'on appelle l'entry point. Et l'entry point, justement, on fait appel à notre void. Donc void, vide, littéralement, et fonction main, d'accord? Donc le void, hein, ça veut vide en anglais, mais ça veut pas dire que la fonction elle est vide, ça veut dire main, notre fonction, return nothing int main. Grosso modo, la main renvoie une valeur entière, d'accord? La main, c'est le nom de la fonction. Vous savez qu'une fonction, on ouvre les parenthèses, on referme, et à l'intérieur, vous savez que ça représente en fait la liste des paramètres qui peuvent être passés à cette fonction. Donc on va aller dans Dev, on va se l'éditer. Alors il y a Welcome et Hello, nous on va travailler sur Hello. Donc vous savez, hein, on va voir comment coder un Hello World, hein, tout simplement en C. On a le code source hein, qui est là, on va venir l'éditer. Voilà, donc vous voyez que en haut on a quoi? L'include, stdio, quoi? Standard, input, output, h, d'accord? Donc si vous connaissez un peu la programmation en C, hein, ou C++, vous savez, ça devrait vous parler, on importe en fait une librairie, et là c'est quoi? C'est la librairie standard des entrées des ES, entrée, sortie, d'accord? Pourquoi? Parce que je veux de l'entrée, techniquement c'est quoi l'entrée? Là c'est mon clavier, et je veux de l'output, parce que j'ai besoin d'écrire dans un fichier, j'ai besoin de quoi? D'afficher peut-être la sortie sur mon écran, d'accord? Sinon je sais pas ce que je fais. Donc on a notre fameuse void main, et vous voyez que quoi? Après
On rentre dans notre boucle et on fait un printf. Printf, tout simplement, affiche, d'accord? Et affiche quoi? Bah, hello world, d'accord? Et on casse on sort, on a notre return. D'accord? Et puis après, on a notre anti/n, bah, c'est tout simplement affiche une nouvelle ligne. D'accord? Donc ça, c'est cool. Hein, vous voyez que bah, on peut quoi? Commencer à peut-être travailler dessus. On va essayer de le compiler. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là, je suis dans l'edit. Ça me permet de manipuler les fichiers, mais je peux pas compiler. D'accord? On va aller dans notre IDE justement. C'était juste pour vous montrer. Alors, on va lancer TC. TC, c'est le turbo compiler. Et cette fois-ci, on lui passe. Pareil. Voilà. Donc tu vas me dire, bah ouais, ça ressemble furieusement. Ça ressemble en effet, sauf que tu vois, maintenant, tu peux faire quoi? Tu peux faire un compile. Et on va lui demander de faire un build all. Donc à partir du code source, hein, il va compiler. On a notre H, on a notre C, stdio, et on va travailler dessus. Donc là, il va s'occuper du linking. Hein. Il va lier. Il y a le compilateur, les symboles et notre exe. Qu'est-ce qu'il y a? On est parti d'un fichier C et maintenant on a un binaire. EXE, un exe exécutable. Ok. Donc là, on l'a compilé. Vous voyez qu'il nous a écrit hello.exe. Et donc, il a compilé et il a lié. Il a fait le linking. On va se barrer de là. Alors, pareil, hein, pour les débutants, puisque je pars du principe que vous débutez, vous savez qu'on dit tout le temps, ça compile bien, on parle de compilation, d'accord? Les programmes, en fait, les programmeurs, en fait, hein, ils créent des programmes, il faut les compiler, d'accord? Donc, encore une fois, quand on débute, hein, la compilation, la liaison, ce qu'on dit le linking, hein, et puis dire ça compile bien, en fait, c'est quoi? C'est que juste, ça va pas créer d'erreur lors de la phase de liaison, d'accord? Si ça foire, ça veut dire que l'exé il sera mal rendu, donc il faut recommencer l'étape, d'accord? Alors là, vous voyez qu'on a fait un tout petit programme, il y a quelques lignes de code, mais dites-vous qu'à l'époque, hein, 1980, 1990, les ordinateurs, je t'ai dit, ils faisaient pas beaucoup de gigahertz, hein, c'était tout petit, pas très puissant. Et si tu veux, si tu avais des centaines ou des milliers de lignes de code, le fait de faire la compilation et la liaison, ça pouvait prendre des heures, ça pouvait prendre des jours, ça pouvait prendre des semaines, hein, voire des mois, d'accord? Donc aujourd'hui, ça nous paraît très futile. Hein, on se dit, bah ouais, mais bon, en fait, compiler un programme, vas-y, quoi, tu codes des petits projets, ça le fait. Allez, même si t'as une vieille bécane, ça va prendre quelques minutes. Là, on parlait en jours parfois. D'accord? Si vous travaillez sur des gros projets. Donc, encore une fois, vous voyez que vous avez de la chance. Comme je te disais, tu peux faire F11, F11F. Et regarde, je vais te montrer juste pour rigoler. On va simuler un processeur, tu vois, ça c'était mon premier processeur, 6075 cycles à la seconde, d'accord, 33 MHz, même pas, c'était un SX, là il a un DX, les DX c'était coprocesseur arithmétique, donc c'était un peu mieux, c'était presque 2 fois plus performant, tu vois, qu'un SX. Après, je suis passé à un DX2, après, je suis passé à un DX4 et j'ai réussi à l'overclocker. Je le faisais tourner à 133, 166 MHz, mais c'était instable, tu vois. Donc, ça veut dire qu'avec un vieux 486, après, on est passé au Pentium. Alors, les Pentium, naturellement, c'était une architecture récente, nouvelle, hein, pour l'époque, et ils étaient bien plus rapides. Grosso modo, un DX4 en 133 MHz était aussi rapide qu'un Pentium 75-90. Tu vois, donc tu vois que les Pentium avaient l'avantage, mais déjà à l'époque, on avait des jumpers, on pouvait overclocker la vitesse, d'accord, et le faire tourner plus vite. Des fois, il y a des gars qui ont cramé du matériel avec ces fameux jumpers, mais ça a donné du courant. Et je sais pas, aujourd'hui, vous avez un courant en entrée dans vos processeurs, mais qui est infime, moins d'1 volt. À l'époque, ces processeurs-là, ils tournaient à 3,3 volts. Donc pareil, hein, des puces qui avaient même pas besoin de ventilo en fait. Il y avait juste un dissipateur thermique, d'accord. Mais voilà, vraiment les débuts des personal computers. Et ça, c'est les années 92, 93, 95, on va dire, d'accord. Et puis fin des années 2000, on aura toute la sortie des Pentium et ensuite AMD qui va arriver en force avec les K6 qui étaient bien meilleurs que les Pentium et les Athlon, surtout les Athlon. Et là, IBM pendant une grosse période va se faire défoncer par AMD. Voilà pour l'historique. Mais revenons à ce que je te disais, compilation. Alors, on repasse en plein écran, 2 secondes.
Donc la compilation fait référence au traitement de fichiers du code source .c, .cc ou .cpp. D'accord? C'est la création d'un fichier objet. Cette étape, elle ne crée rien que l'utilisateur puisse réellement exécuter. D'accord? Au lieu de cela, le compilateur, lui, il produit simplement les instructions en langage machine qui correspond au fichier du code source qui a été compilé. Je te donne un exemple. Si tu compiles, mais tu fais pas la liaison, d'accord, tu ne lis pas trois fichiers distincts, tu auras quoi? Tu auras trois objets créés en sortie, chacun avec le nom du fichier, avec un O, d'accord, un OBJ, l'objet, hein, l'extension dépendant en fait du compilateur. Et chacun de ces fichiers contient une traduction de votre fichier en code source dans un fichier en langage machine. D'accord? Et vous ne pouvez pas encore les exécuter. Donc, il faut les transformer en exécutables que ton système d'exploitation peut utiliser. C'est là que l'éditeur de lien, en fait, entre en jeu. D'accord? Donc, on a une compilation et on enchaîne sur la liaison. D'accord? Alors, le linking, ça fait référence à la création d'un seul fichier exécutable à partir de plusieurs fichiers objets. C'est très important de comprendre ça. Donc, dans cette étape, il est fréquent que l'éditeur de lien se plaigne de fonctions non définies et il fallait troubleshooter, débugger. C'était tout le boulot du développeur. Et lors de la compilation, si le compilateur ne pouvait pas trouver la définition d'une fonction particulière, il supposait simplement que la fonction avait été définie dans un autre fichier. Si ce n'est pas le cas, et qu'il n'y a aucun moyen pour le compilateur de le savoir, en fait, il ne regarde pas le contenu de plus d'un fichier à la fois. Donc, l'éditeur de lien aussi, ça permet de regarder plusieurs fichiers, essayer de trouver des références pour les fonctions qui n'ont pas été mentionnées. Alors, vous vous demandez pourquoi on fait tout ça, hein, mais il y a bien des étapes distinctes de compilation et de liaison. Tout d'abord, il est probablement plus facile de mettre les choses en œuvre de cette façon. Le compilateur, lui, fait son travail et l'éditeur de lien fait également son travail. Chacun a ses propres attributions, d'accord, en gardant les fonctions séparées. La complexité du programme est ainsi réduite. Et puis un autre avantage, c'est que ça permet de créer des programmes volumineux sans avoir à refaire l'étape de compilation à chaque fois qu'un fichier est modifié. Parce que je t'ai dit que cette étape pouvait être très très longue. Donc au lieu de cela, en utilisant ce qu'on appelle la compilation conditionnelle, il est nécessaire de compiler uniquement les fichiers sources qui ont changé. Hein, tu as bien compris, quand tu fais une montée de version de ton programme, tu n'as pas envie de t'emmerder et de recommencer tout à zéro, d'accord? Donc pour le reste, les fichiers objets, hein, c'est une entrée suffisante pour l'éditeur de lien. Ça facilite l'implémentation des bibliothèques de code précompilés et ça permet de créer des fichiers objets et de les lier comme n'importe quel autre fichier objet. Le fait que chaque fichier soit compilé séparément de l'information contenue dans d'autres fichiers est d'ailleurs appelé modèle de compilation séparé. Voilà, donc ça, j'ai quoi? Mon programme. Et mon programme, je peux maintenant l'exécuter. Hello World. Pourquoi? Parce que c'est un exécutable. D'accord? Ok, parfait. Vous savez maintenant compiler en Turbo C. C'est magnifique. D'accord? Donc plus sérieusement, on a quoi? On vient de générer ce hello.exe, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. D'accord? Qu'est-ce que ça me permettrait? De voir les Magic Pacts, les octets magiques. D'accord? Et voir un petit peu quand tu ouvres en fait un fichier exe, qu'est-ce qui se passe? Il a été compilé, donc tu vas avoir des lignes super bizarres. C'est-à-dire line too long, ok? C'est insert. Voilà. Donc il nous affiche pas tout, hein, parce que là il en peut plus. D'accord? Donc on voit que ça commence par MZ. Et ça, c'est intéressant. C'est justement ce qu'on recherche. Tu vois que ça commence par MZ. On va sortir. On va se l'ouvrir dans un autre truc. Ouais. Et quitte, s'il te plaît. Tu seras gentil. Un type. Tu vois, on voit notre MZ. Et après, ça a été compilé. Hein, donc c'est compliqué. C'est compliqué de lire tout ça. Tu vois? Voilà. C'est du charabia, mais c'est normal. Pourquoi? C'est du code qui est compilé. Tu peux voir peut-être certaines chaînes mnémoniques, et encore, c'est pas sûr du tout, hein, tu vois. Franchement, c'est compliqué, hein. D'accord? Et pourquoi? Quel est l'avantage aussi de compiler? Vas-y, hein, tu veux récupérer mon code source? Tu le vois où, là? Ma void main, elle est où? D'accord? Tu vois que le fait de compiler, ça permet de protéger un petit peu la propriété intellectuelle, hein, c'est parce que à la base la compilation, est-ce que c'est une version, c'est une opération réversible? Non, c'est pas réversible à la base, d'accord? Tu peux chercher à décompiler, mais en principe quand tu compiles après, t'es un petit peu protégé en théorie,
D'accord? Après, comme tout en informatique, on a des techniques pour faire de l'analyse, vous l'avez bien compris. Mais voilà, là, c'est du charabia. Mais je m'en fous. Je vois tout en haut, encore une fois, ce qui attire mon œil, MZ. D'accord? Donc il y a ça au début, et ça veut dire quelque chose. Vous l'avez bien compris. C'est nos octets magiques. D'accord? Donc c'est un identifiant, c'est un marqueur, c'est un pattern pour tout programme, quoi, ou système essayant de lire le fichier. D'accord? Ça va dire à ton Windows ou à DOS, hé, il y a un MZ, tu devrais l'exécuter comme ça. Parce qu'il y a ce type de Magic Byte qui est présent dans l'exé. D'accord? Le problème, c'est que si tu as bien compris, si jamais il y a des erreurs, ou si on modifie ça, on peut faire passer l'exé pour autre chose. D'accord? Et si on modifie ça, on ne peut plus le lancer. Là, le programme, il plante. D'accord? Donc, il faut vérifier. Et s'il y a des erreurs, corruption de données, il faut modifier pour pouvoir essayer de récupérer le programme ou un fichier. D'accord? Et si on joue là-dessus, tu as bien compris que risque de sécurité potentiel, parce que toi, tu crois que tu ouvres un fichier texte, mais en fait, tu as bien compris, c'est un virus qui est encapsulé dans un autre fichier, que toi, tu penses être un PDF, une image, ce que tu veux. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le... Alors, ça a plusieurs sens, le polymorphisme. En programmation, c'est aussi un paradigme. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais le polymorphisme, c'est quoi? Poly, plusieurs, d'accord? Et morpho, la forme, d'accord? Et c'est ça. C'est des fichiers qui peuvent avoir parfois plusieurs extensions, d'accord? Tu crois que c'est un fichier texte, en fait, c'est un PDF. Et c'est aussi un exe en même temps. C'est fou. Hein, mais je te dis, c'est comme des poupées russes. Tu peux jouer là-dessus et ça a plusieurs formes. Polymorphisme, d'accord? Mais encore une fois, en programmation, le polymorphisme, c'est autre chose. Mais c'est des techniques d'offuscation, d'évasion, d'accord? Comme on a des vers, par exemple, polymorphes, d'accord? Le vers, comment dire, va restructurer son code, d'accord? Réagencer son code, refactoriser son code. Pourquoi? Pour niquer de la signature, d'accord? Toutes les semaines, il réagence son code. Pourquoi? Pour effacer. Il est résident et toi, tu scannes, tu as ton antivirus qui dit « Ah tiens, j'ai les dernières signatures ». Et en fait, le vers, qui est en fait le virus, un des virus les plus évolués, offensifs, le principe du ver polymorphe, c'est qu'il peut justement se recréer, se réagencer. D'accord? Là, on commence à taper dans des, tu l'as bien compris, des cyberarmes. Ok. Donc là, tu m'expliques que le Magic Byte d'un exe, c'est MZ. Tout à fait. Si tu as bien suivi, c'est ça. Mais nous, on a quoi? Notre problème, notre vrai problème, c'est quoi? C'est pas ça, c'est notre sauvegarde. Hein, là, je t'ai montré, on a trippé, on a fait un Hello World dansé, super cool, super cool. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous, c'est notre saloperie de quoi? De backup, tu te rappelles? Qui est à la racine. Et le problème, c'est que si je fais la même chose, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que, vous pensez, vous l'avez compris, le Magic Byte, ça sera pas le même. Hein, il y a de fortes chances. Ah, XX. Intéressant. D'accord. XX. Et pareil, c'est un back, donc c'est une backup, c'est une sauvegarde. Pareil, tu peux pas lire ça. C'est un autre fichier également compilé, quoi. D'accord? Tu vois que tu as certaines chaînes que tu peux lire. Mnemonic, divide error, abnormal, program termination. Tu vois bien que quoi? Il faut qu'on récupère le fichier date, d'accord? Et c'est de peut-être bidouiller, ou il faut qu'on travaille là-dessus, parce que là, c'est clair et net, qu'est-ce qui se passe? Erreur de division, hein, et terminaison pardon, anormale du programme, vérifier le fichier .date. Ok, donc il y a une couille, hein, et pas besoin d'avoir fait Mathieu Mansp. Alors, tu te rappelles au tout début? Avec Boomaster, qu'est-ce qu'il nous disait? On avait le readme de Boomaster, Bushmaster 5000, le programme utilisé par les elfes pour faire leur sauvegarde, et dans le troubleshooting, il nous disait vérifie que quoi, si jamais tu as une corruption, tout commence par quoi, 41, 43, d'accord? Et qu'est-ce qu'on avait vu? 41, 43, il y a de fortes chances que ça soit de l'hexa décimal, d'accord? Et l'hexadécimal, on avait vu dans le dernier CTF que je vous ai fait, pas cette série, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on peut convertir ça en ASCII. Ouais, on peut convertir ça en ASCII. Donc il nous faut quoi? Une table ASCII, et on peut se servir de convertisseur pour retrouver, hein, et passer de quoi? De l'un à l'autre. Passer de l'ASCII à l'hexa ou de l'hexa en ASCII.
On va essayer de se trouver ça. On va mettre Exato ASCII. Ok. Alors, 41, 43. Assez. D'accord. Et lui, bah il attend quoi? Bah il attend de l'ASCII, mon copain. Tu peux lui mettre 41, 43, ça ne va pas marcher. Ok. Ah, C. Alt F. Save as. Back. Replace Alt F. On quitte. Et en théorie, quoi? Bah ça devrait le faire. Non, on va voir ça. Alors, je vais lui dire, tu vas dans Tools. Tu vas dans Backup. Là, tu nous trouves notre programme BM, je sais plus si c'est en minuscule. Il ne le trouve pas. Je peux pas l'appeler. Voilà. Alors, on appelle notre programme et on lui passe en argument la sauvegarde. Backup. Successfully restored. Congratulations. Donc, vous voyez qu'on vient de réparer. C'était juste, quoi, bah, une erreur. Alors là, vous avez compris, on vous donne des exemples très simples pour pouvoir comprendre comment ça se passe, mais ça ne sera pas toujours, entre guillemets, aussi facile. Vous l'avez bien compris, d'accord? Mais voilà, j'espère que, encore une fois, vous avez appris des choses.